Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ? Je tiens un bar. Mais non, t'es fou, jamais l'alcool pendant le service. Moi, de petite bière plutôt. La carbonate, c'est comme le pot-au-feu, mais avec de la bière. Vous avez vu comment j'ai refusé la 5e bière, Antoine ? Hein ? Ferme. Mais parlez pas comme ça fait de la mousse. Faites couler la bière. Ces hommes sont assoiffés. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis. Bonjour Louis. Bonjour Alex. Et malgré tes précédentes interventions sur des sujets divers et variés, aujourd'hui, on arrive enfin au moment où on va parler de Moirdi et de ton travail. Ça allait être un moment gênant parce que globalement, je vais te répondre à des questions dont tu connais très bien les réponses. Oui, mais les gens qui nous écoutent, non. C'est ça. C'est vrai que pour nous, c'est un peu étrange. Oui. Parce on va discuter en effet du parcours d'une structure de production qui en fait intégrait un réseau de distribution et de magasins qui est d'envergure nationale. Tu es, comme les gens qui ont déjà écouté les épisodes le savent, le maître brasseur de la brasserie Moirdi. Ouais. Et on travaille évidemment ensemble puisque je travaille chez VNB également. Donc ça, les gens le savent aussi, mais quand même peut-être une petite note de transparence puisque... comme je dis, les gens le savent certainement, je travaille chez VNB, je le redis, il n'y a pas de secret là-dessus. VNB qui est donc la maison mère de Moirdi, mais pour autant, c'est pas un épisode que je fais dans le but de faire un exercice de promotion de la brasserie particulièrement, sinon on l'aurait enregistré depuis déjà bien longtemps. Puis, ça fait quand même 4 ans qu'on bosse ensemble. Donc, à chaque fois qu'on enregistre un truc, on en parle, donc l'un dans l'autre. Oui. On fait des podcasts ensemble pour la brasserie, on passe notre temps. Par contre, comme tu le disais, finalement, ma position fait que je suis quand même particulièrement au courant de ce qui se passe dans la brasserie et des coulisses, donc mine de rien, ça va peut-être nous permettre de faire un épisode un peu plus approfondi, tout en essayant d'être le plus honnête et transparent possible. J'essaierai de te surprendre quand même. J'adore. Je fais ce que je peux. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un nouvel exercice que tu vas... Ouvrir la canette. Ça c'est pas nouveau du tout, mais on peut ouvrir la canette. Alors vas-y, on va ouvrir la canette. Qu'est-ce que tu nous as apporté de beau ? Rien, ça sort de mon frigo moi en plus. Donc j'ai un collègue de chez Moirdi qui nous a ramené des canettes. Donc c'est de l'Alpha Aquari parce que je suis en plein mois sans alcool, donc je bois pas en ce moment. Donc on boit Alpha Aquari qui est notre eau houblonnée. C'est il y a pas longtemps que t'as mis une story en demandant l'eau houblonnée, est-ce que c'est retombé et tout. Et globalement les gens s'en branlent. Hein. J'en ai reparlé avec les gars dans le camion hier du stade là. Ouais. Putain, moi je kiffe toujours autant ça. Quand Tom il en fait des fraîches à la brasserie là, et je suis comme un malade. Effectivement, je parle en même temps que le loulou. Ouais. Un gros glou qui pétille bien en plus là. Ouais. Très honnêtement, je suis de moins en moins fan de la version en canne parce que t'envoies des versions en fût que tu fais que pour toi à la brasserie. Ouais, et puis je pense que c'est un produit qui vieillit mal en canette quand même. Comme une IPA, tu vois. Mais... il y a du houblon. Et puis là, en fait, il y a rien d'autre que du houblon en plus. Donc vas-y, tu le vois très vite quoi. Il y a quelques autres trucs, il y a un peu d'acide citrique et du citron, mais le houblon reste quand même l'ingrédient principal. Tu ne caches pas derrière du malt ou de la levure. Donc, Et quand t'as un fût, là, justement, au stade Lavallois, là où on sert de la bière, sans alcool, du coup, on a de la haut poteur en pression. Oui, et que putain, vous faites. Ça régale. Oui, en plus, vous la faites pour l'événement à chaque fois. C'est donc là, elle est d'une fraîcheur incroyable à chaque fois. Quoi. Oui, parce que la production de la haut poteur, c'est pas le but du sujet de a priori, c'est pas notre but principal. Mais c'est... t'as beaucoup moins de contraintes que pour produire une bière. Tu mets de l'eau, tu mets du houblon dedans, tu carbonnes le c'est la tambouille en 30 secondes. Voilà, c'est histoire de dire. Hein. C'est plus proche du cocktail que de la bière, quoi. Ouais. Bref, je disais, on a un nouvel exercice que je teste avec toi aujourd'hui. Vas-y. On va commencer par un portrait éclair. C'est-à-dire tu vois les vidéos combini, non, répondre rapide. Oui. J'ai 10 questions, tu réponds le plus rapidement possible. Le but étant de c'est juste oui, non, c'est des questions fermées. Non, c'est pas des questions fermées. Mais le but, c'est de te connaître plus rapide, plus en profondeur avec des questions tac au tac. Je te connais déjà très en profondeur, Louis, je sais, mais mes auditeurs... On a déjà dormi ensemble, quoi. Et on redort ensemble la semaine prochaine. J'ai vu le room listing de... Aïe. Ah putain, je viens d'apprendre une info qui me fait mal au cul. Oui, je l'ai pas vu la room list. Oui, la semaine prochaine, on part pour un salon et après ça, on enchaîne avec des collabs. On savait forcément qu'on dormait ensemble pour les collabs parce qu'on a réservé l'hôtel, ça c'est officiel. Mais tu ne savais pas qu'on dormait ensemble. L'année dernière, on n'avait pas dormi ensemble. Non, et là, on dort ensemble. Albert va être très heureux de cette information. Albert dormait avec moi l'année dernière, donc oui, il a gagné au change, oui. Oh putain. Bref, enfin. Tu es prêt ? Oui. Quel est ton premier souvenir d'une claque gustative avec une bière ? C'était une bière de chez Aérofab, une bière houblonnée au VNB de Pau il y a probablement 8 ans, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, je dirais, 2016. Donc une bière avec un nom d'un vent. Du coup, 8 ans. De quoi ? Une bière avec un nom d'un vent quelconque, du coup.
Je pense que c'était le Nor'Easter, leur Ouais, leur Naipa, Naipa, mais ouais. j'ai un vrai doute. Plutôt canette ou bouteille? Bon, en général, canette quand même, parce que je bois, c'est de la canne. Quel est l'ingrédient le plus fou que t'aies jamais mis dans une bière? Oh bah nom de Dieu. En vrai, le safran, c'était stylé. Après, ça peut être aussi bien Putain, faut que en je ouais, en parce qu'il y a le brassam brassam aussi ouais. derrière, c'est ça. Et là, t'as fait des trucs un peu débiles Ouais, aussi. j'ai fait de la merde en brassam. Le ketchup, c'est stylé, le en brassam. Ketchup Indus et maison. Ah putain, j'ai bu hier à Saint-Malo la Burger Apocalypse Ah bah oui. de chez Mogwai. Et Une smoothie sort donc j'ai brûlé mon verre juste après déjà. C'était avec, sauce barbecue, sauce tomate, oignons, pickles, non, ça, enfin j'ai pas bref. fait ça. Bah, tout ce que tu peux attendre d'une smoothie sour au burger, quoi. Non, je pense ketchup ou safran. Enfin, ketchup, c'est de la connerie. Safran, c'était rigolo. Ça rendait vraiment bien, tu vois. Voilà, je pense. La brasserie Moirandi est donc basée à Château-Gontier en plein cœur de la Mayenne. C'est ça. Du coup, quel est ton petit endroit préféré pour aller boire une bière en Mayenne? Que ça soit, un bar ou alors juste même Ok, un endroit, alors j'ai géographique 2 où tu endroits. prends avec ta canette Je pense que tu connais déjà les réponses en plus. Au bar, évidemment, c'est VNB Chio. Ça, c'est pas un problème. Château-Gontier, parce que Chio, du coup, légende. Chio, c'est Château-Gontier. Et aller boire une bière à la Maroute, c'est toujours un kiff. Que ce soit pendant le VNB Fest ou juste aller boire une bière à la Maroute. La Maroute, donc la Maroutière, le lieu où a lieu Ouais. il y a un épisode sur le VNB Fest, donc voilà, allez C'est écouter. ça que je suis pas avenant aux gens. Je dis des mots, personne ne les comprend à part nous. Oui. et c'est Et ok. moi, je suis conscient que personne ne comprend, c'est ça la C'est-à-dire différence. que t'es un dictionnaire. Tu traduis ce que je dis Tu par une autre traducteur. langue. Je parle mayennais, moi. Le Google Trad de Louis. Quelle est ta musique ou style de musique parfaite pour une journée de condi? Ah, au Condi. Après, moi, j'écoute quasiment que du rap. Mais en vrai, Condi, si la machine veut pas bosser, tu mets de la techno, faut être énervé, tu vois. Faut y aller comme un Toutes les animal. Faut se faire mal. Tu pars tout de suite du principe que je te dis en journée de condi, c'est que la machine va pas marcher. Ouais. C'est le premier truc auquel tu Par penses, principe. ça va être de la merde. Mais même ça marche bien. Enfin, de la techno, au moins, t'es vénère, quoi. T'as envie d'y aller. Si tu devais choisir un seul verre pour le restant de tes jours entre la fraîcheur d'un ginto ou la complexité d'un whisky? Les deux au ginto. Plutôt mourir que d'arrêter le ginto. J'aime trop le ginto. Ah ouais, bah non. Puis même, éclater un whisky sous 50 degrés, flemme, quoi. Alors que boire un ginto en fin de repas, c'est juste la promesse d'un départ profond. D'une suite. D'une suite sans C'est une sans fin. un ginto fin de repas, c'est une passe en profondeur, quoi. Est-ce que tu aurais un accord mets et bière ou mets et spiritueux qui surprend systématiquement tes invités? On avait fait une soirée avec la brasserie, on avait fait ça. On avait fait avec Aurora, qui est notre Whittle framboise citron et basilic. On avait fait un ceviche de truite de Parnay-sur-Roc, du coup un village mayennais juste à côté. Pouah, c'était exceptionnel. Alors c'est pas surprenant parce que oui, évidemment que ça va bien ensemble, mais ça match tellement bien. C'est tellement bien. Voilà, ou whisky et vieux cheddar, ça marche très bien aussi. Quel est l'outil indispensable à la brasserie dont tu ne pourrais jamais te passer? Édouard n'est pas une réponse valable. Oh putain, parce qu'il y a j'allais dire Edouard et C'est pas son un outil. mégaphone. Le mégaphone, ça marche? Ah là, parce que moi je gueule pour avoir le micro qu'on a eu la dernière fois à Noël. Hein. Je Ah oui. gueule surtout pour avoir l'outil. Mais pour travailler ou pourquoi? Comme tu veux. En vrai, dans une brasserie, surtout chez Moirdi, des écouteurs de temps en temps, c'est vraiment une bonne idée. Ça te sauve une journée de travail. Hein. Avec réduction de bruit, de Ouais, préférence. ah oui, annulation, c'est pas réduction. Ça ferme sa gueule, annulation du bruit. Je pense, et même en prod, genre les écouteurs pour te mettre dans ta bulle et pas oublier des trucs, je pense que ça vaut, c'est bon outil. Ou une clé de serrage. Voilà, j'adore les clés de serrage. Ou pour taper sur les. Quel est le cliché sur les brasseurs qui t'agace le plus? Oh, qu'on picole, ça me saoule. Alors c'est vrai, on picole, mais qu'on passe nos journées à picoler, tu vois, quand on dit... Ah oui, que quand tu nous, travailles, que tu picoles la journée Mais pendant ouais. que tu travailles. Au salon, les gens ils disent mais vous devez avoir des gros problèmes de santé, vous buvez tous les jours non-stop, mais t'es teubé toi. Et le chocolatier il bouffe 2 kilos de chocolat tous les jours, c'est quoi? Non mais réfléchis s'il te plaît. Je te jure, j'aime pas ce truc là, tu vois. Genre on passe notre temps à recracher et après la réponse qui vient ensuite c'est oh c'est du gâchis. Et toi t'as jamais vu les purcherons en fait. Toi, je veux te dire du gâchis on en fait. Ah ça c'est chiant comme kiffé. J'aime pas ça. Ok. Et on va terminer avec une dernière question qui est si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artisan dans le monde, que ça soit brasseur Ouais, j'ai. ou autre, est-ce qu'il y a un truc là comme ça que tu rêverais de faire? Instinctivement ça serait dans la cuisine je pense. Mais de trouver un nom comme ça qui me parle, en vrai, ça aurait été stylé un Robuchon, tu vois. Collab Robuchon, un peu la classe. Tu fais Le bien grosseur avec 6 Blanquet. kilos de beurre. Et voilà, c'est la purée de Robuchon. Ou merde, mince, j'ai oublié son prénom. Oh, j'ai oublié. Le nom de famille?
Non, non. Non plus. Non, une présentatrice télé Maïté. cuisine. Maïté, voilà. La collab Maïté, elle est exceptionnelle. Avec la bière à l'anguille, Sisamo mort. à l'anguille flinguée ou rouleau à pâtisserie. Ouais, c'est ça. Ok. Avec Maïté. Collab Maïté Ah putain, exceptionnelle. oui. Je t'avoue que je le vois bien avec toi, ça. Le gros Sarblanquet On se Maïté. marre. Il y a un Et, truc. et là, tu vois, je le fais même pas pour la bière. Là, la bière, c'est accessoire. C'est vraiment juste pour la com. Le tournage. On se marrer. Ah, putain. Quelle régalade. Très bien. Nickel. Bon, on va passer sur des questions plus structurées Oui. et normales. Je m'attendais pas à répondre Maïté à une question, là, déjà. Toi, tu venais déjà, avant d'arriver chez Moirdi, pour te présenter plus en détail, déjà du monde de la bière. Ouais. Tu étais dans la bière, je veux dire, pseudo-parisienne avec LBF, parce que c'est bon, ça, ouais. je pense que les gens ont en tête LBF Paris, parce que Je sais pas, en fait, j'ai c'est du mal à très savoir implanté si sur Paris, mais connu c'est ou pas du tout à Paris, en fait. Donc, Mm. LBF pour la brasserie Ouais, fondamentale. la brasserie fondamentale ou le bar fondamental. Ouais, ça, parce qu'en fait, les initiales ont été utilisées pour beaucoup de choses différentes. Ouais, c'était l'idée, ouais. Ouais, parce que t'as aussi une école de brassage, non? C'était Ouais, la bière fabrique. La bière fabrique, exactement, ouais. ouais, tout à fait. Donc LBF a servi à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Mais ouais, toi, la t'étais à brasserie était dans le siège était à Paris. Et la brasserie était dans l'Essonne, à la frontière. Non, à la frontière avec l'Essonne, pardon. C'était dans le Ouais, Loiret. dans le Loiret. C'est ça. Au milieu de pas grand chose non plus. Bah là-bas, j'ai commencé en. Ah, j'ai un gros problème de temporalité. Juste après le Covid. Parce que ma dernière année d'études, c'était. Confinement, ça a commencé début 2020. Ouais. Mars 2020. J'ai et commencé après, le t'as eu 1er avril 2021. Ouais, donc quand on est C'est sorti ça. des deux confinements et de la grosse merdouille globalement. Quoi. C'est ça, ouais. Je suis rentré là-bas en stage. À la base, c'était pour remettre en service la station d'épuration, enfin pas la station de traitement de l'eau. Parce que du coup, moi, mes études, c'est ça. C'est le génie des procédés. T'as plein de branches dans le génie des procédés, mais il y a traitement des gaz, traitement des effluents, la flotte, voilà. Et en l'occurrence, on a un truc qu'on fait, c'est un lit planté de roseaux. Ça permet de dégrossir un peu les rejets en eau. Pour une brasserie, c'est très bien. Et quand je suis arrivé là-bas, je devais la redimensionner, la remettre en service, tout ça. Puis je suis arrivé, il n'y avait pas un roseau. Donc direct, pour un lit planté de roseaux, c'est chaud. Ouais. Et elle était largement sous-dimensionnée. Donc en fait, genre... en bout de 2 semaines, on a dit on arrête, on traite plus la flotte, on va mettre une poche, comme ça a sédimenté dedans, et voilà, très bien. Et du coup, j'ai passé mon temps à brasser. Et à vrai dire, c'était un peu l'idée que j'avais derrière la tête quand même quand je suis rentré dans ce stage. Parce que moi, mes études d'ingénieur, j'en ai pas grand chose à battre. T'étais déjà Brassam quand t'es rentré là-bas, ouais. Ouais. Brassam, c'est juste avant Covid. Parce qu'en fait, j'ai eu un deal avec ma mère. Putain, là, je pars dans tous les sens. Hein. J'avance, je recule. En fait, j'ai découvert la bière, j'ai découvert ça. Mes parents m'ont toujours fait goûter de la bière. J'ai toujours visité des brasseries avec mes parents. Le premier. Ouais, vas-y. Si je veux juste sur un plan plus personnel, t'es originaire d'un peu partout en France, mais t'es originaire du Nord, donc. C'est ça, je suis né dans le Nord. Ma famille n'est pas du tout du Nord, mais moi je suis né dans le Nord. En fait, ma famille, ils sont. Faut bien trouver une attache à la bière parisienne, quand même. Alsace. Okay, ça va, aussi, Alsace, ça va. Et Pays de la Loire, Noirmoutier. En gros. Et je suis né dans le Nord. Et après, on a déménagé à Grenoble avec toute ma famille. Et le premier souvenir, c'est même pas moi qui l'ai, hein, c'est ma mère qui raconte ça, d'attache à la bière que j'ai eu, c'est pour mes 18 ans, ou mes 20 ans, j'ai un doute. Mais je crois. Non, c'est mes 20 ans. Mes parents m'avaient fait un anniversaire surprise, ils avaient loué un gîte à Montcuq. Parce que. Super famille. Cette famille. Voilà, les cerveaux, une équipe de cerveaux finalement. Ils avaient invité tous mes potes. Et en fait, juste à côté de Montcuq, c'est là où c'est efficace. C'est là où, franchement, c'est là où on voit que ça marche bien. Là, ça percute. Juste à côté de Montcuq, il y a la brasserie Ratz. Oui. Voilà. Vieille brasserie française. Hein. Ça commence à dater, Ratz. Et ils faisaient les visites de brasserie. Et ma mère me raconte cette anecdote-là parce qu'elle me souvient que cette fois-là, avec mon meilleur pote Mathieu, je l'ai regardé, je lui ai dit, mec, viens, on était déjà en école d'ingé. Viens, on arrête tout. On était en prépa, pardon. Viens, on arrête tout. On monte une brasserie. Déjà, on avait la vision de j'en ai rien à foutre de mes études, la bière, c'est quand même vachement rigolo. Donc voilà. T'es conscient que tu m'as envoyé le même messager, hein? Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Et j'étais sobre parce que je ne bois pas d'alcool. Et du coup, il y a ce premier truc-là. Puis après, il y a eu mes parents qui m'ont offert un kit de brassage. Bon, c'est pas de la céréale, hein, c'était du truc avec l'extrait. Ouais. Que j'avais royalement foiré, mais qu'on a royalement siphonné au whisky, week-end ski de mon école d'ingé. Et ensuite, du coup, là, on arrive en 2020, je dirais, où je dois faire mon stage de 2e année. Je devais aller en Nouvelle-Zélande. Déjà, on pourrait se dire la bière, mais pas du tout, parce que Covid. Terminé, plus de Nouvelle-Zélande. Et du coup, il fallait absolument que je retrouve un stage. Et au même moment, je découvre, c'est sûrement JV une vidéo de chez JV qui me montrait comment il brassait, qui m'a parlé.
Donc je commence à m'intéresser à acheter du matos parce que j'ai pas voulu passer par l'étape biab, brasser dans un sac, casserole, ça me saoule. Je voulais direct acheter du matos. Et du coup, le deal avec la daronne, c'était qui est un faux deal, hein, parce que vous allez comprendre la douille. Trouve un stage, payé, et ton matos, je te l'offre. Il s'avère qu'en fait, le matos, je l'ai acheté avec juste la paye du stage, du coup. Mais bon, il fallait que en fait, c'était un peu la carotte, parce que moi, j'avais plein de solutions pour faire des stages sans trop forcer, mais il m'a dit voilà. Donc, j'avais fini par faire un stage dans la recherche, parce que moi, la recherche, ça m'intéressait beaucoup à la base. Et du coup, j'ai acheté mon matos, bim bam boum, brassam, bim bam boum, deuxième stage. Là, on commence à se dire, finalement, brasseur, pourquoi pas. Et du coup, Libanté de roseau, foireux, chez LBF, mais du coup, brassage, parce que j'ai rencontré Geoffrey, du coup, qui était le maître brasseur de chez LBF, et qui est un forcené de travail, et avec qui je passais mes journées entières chez LBF, 6 heures, je sais pas quelle heure, à se tuer à la brasserie pour sortir du volume. Et des bières cool quand même. Des bières, en tout cas, dont on était fiers. Voilà. Ok. Très bien. Et donc voilà, ça c'était le. Là, je suis remonté dans le temps, là. Là, c'est-à-dire que tu n'as même pas répondu à ma question en fait. C'est juste que Je sais même pas ce que c'est. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup la question. Là, j'ai fait l'intro de la question en disant que tu étais chez LBF avant. Ah oui. Mais la question c'est qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre Château-Gontier-sur-Mayenne? Ah oui, pourquoi Château-Gontier-sur-Mayenne? Ouais. Du coup, déjà, il y a un bout de réponse qui est je viens de partout. Oui. Donc, j'ai un peu de nulle part en fait. Moi, je me considère quand même isérois, il n'y a pas à chier. Pour moi, je viens du Vercors, il n'y a pas trop de questions. Mais j'ai pas d'attache ultra forte. Parce que mes parents et moi, on a toujours en vacances, on bougeait tout le temps. Moi, mon pays, c'est la France, quoi. J'ai toujours été partout, tout le temps. Et du coup, j'ai jamais eu trop peur d'aller loin, tu vois. À 18 ans, je suis parti à Clermont-Ferrand parce que je voulais pas rester chez mes parents. Puis après, là où il y avait ma prépa, puis après Pau. Puis après, voilà, en fait, une fois que t'es détaché de ce truc-là, la Mayenne ou le Loiret, franchement, je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Limite, la Mayenne, c'est cool. Potentiellement, même Château-Gontier-sur-Mayenne est peut-être plus dynamique largement que le milieu du Loiret. Ouais, Pithiviers. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé Pithiviers, le petit village, parce que moi, je suis quand même un gars de la campagne, donc ça me dérange pas du tout d'être paumé. Voilà. Mais Pithiviers, ça avait le don d'être éloigné de tous mes potes. Alors Château-Gontier, le point le plus éloigné de tout le monde. C'est le centre, pile poil. Donc t'es à Paris, mais j'avais peu de potes à Paris à ce moment-là. Du coup, vraiment, j'étais en ermite. Mathieu, mon meilleur pote, toujours, il dit, il y a pas longtemps, il a fait 1 an aux États-Unis. Il m'a dit, je vais faire comme toi, je me fous en ermite dans un coin paumé et je fais mon truc, tu vois. Il est revenu, il a dit, je sais pas ce que je veux faire. Et donc, ouais, voilà, Château-Gontier, ouais, moi je suis content de Château-Gontier. Je suis content, mais finalement, t'as quand même rejoint Château-Gontier parce qu'il y avait le boulot. hein, C'est la seule raison. Sinon, j'aurais jamais mis les pieds à Château-Gontier. C'est ça que je voulais te faire dire. Ah oui, je suis venu pour ça. Alors, comment tu gères l'intégration, enfin, voilà. T'arrives tu rentres dans une microbrasserie comme n'importe quelle microbrasserie. T'arrives quand même chez Moirdi qui appartient au groupe BNB. Il y a un cas très particulier. C'est spécifique. Il y en a d'autres des brasseries qui appartiennent à des groupes, mais c'est peut-être un peu moins visible que. Puis il n'y a jamais des groupes aussi gros. Non, mais tu sais, aussi moins clair. Des distributeurs, alors pas qui ont leur groupe de magasins d'air, mais des distributeurs de boissons qui ont leur propre brasserie. Il y en a quand même un paquet, mais c'est peut-être plus opaque en général parce que c'est moins vu du client final. Mais voilà, ça a impacté ton choix ou ça t'a mis une pression particulière? Moi, il y avait 2 trucs. Moi, j'ai découvert la craft chez VNB. Donc, bosser dans la brasserie de VNB, c'était déjà un accomplissement en soi. Ne serait-ce que ça. Et après, il y avait. Au début, c'était pas de la pression, mais c'était beaucoup de méfiance parce que je comprenais pas où était le problème, quoi. Je savais pas pourquoi la brasserie, elle bombardait pas. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une douille. Genre, oui, parce que ça doit être qu'il y a trop de contraintes du côté groupe et du coup, on n'arrive pas à bosser. Et pas du tout, finalement. Quand t'es arrivé, c'est vrai que la brasserie était dans un état où c'est. Ouais. Bon, de toute façon, on va parler plus en détail de la brasserie après, mais oui. Ok. Voilà. Non, en fait, plus de l'envie, la niaque, mais de l'inquiétude aussi, quoi. Est-ce que, comme je disais, toi t'es arrivé chez VNB, mais on n'a d'ailleurs pas dit la date, mais t'es arrivé en 2022, en août, je crois. 2022. Ça. Pile à temps pour le VNB Fest et apprendre la plus belle des manières ce que c'est que VNB. Mais oui, c'est vrai. Oui. Quand t'es arrivé chez VNB, donc la brasserie existait déjà depuis 3 ans, je pense. 3 ans et demi. Le lancement était début 2019. Je crois que l'installation s'est faite fin 2018. Ouais. Il y a peut-être eu des brassins fin 2018, mais les premiers vraiment opérationnels, c'était en 2019. Est-ce que tu as quand même un peu d'histoire sur la brasserie à nous raconter Ouais, bien sûr. L'ère pré-Louis Grossard-Blanquet? Ouais, je vais me baser beaucoup sur ce que Edouard m'a raconté, parce que du coup, il n'y a que ça. Parce que Edouard, du coup, c'est le plus vieux membre de l'équipe, ancien
dans l'équipe, on va dire. Parce que vieux ça fait âgé, plus mais de le 6 plus- ans. Ouais, quasiment plus âgé. Hein. Mais ça fait plus de 6 ans qu'il est là. Et du coup, il a vu passer pas mal de choses. Du coup, il y a eu... En gros, le concept de base, c'est... on fait vite fait un virage sur VNB, mais VNB, c'est vin et bière. Il y a 2 personnes, on va dire. Il y en a plus que ça, mais bon. Le storytelling, c'est 2 personnes. C'est Manu, Jean-Pierre. Manu, il avait un magasin de bière, Jean-Pierre un magasin de vin. Mais Jean-Pierre, surtout, et c'est ça qui construit le personnage, c'est qu'il a des vignes à la base quand même, Jean-Pierre. Beaucoup de vignes à Bordeaux. Du coup, je pense que chez Manu, il a toujours eu ce truc-là de putain, bah Jean-Pierre, il a ses vignes, il fait du vin. Moi, j'adore la bière, je l'aime bien, mais j'ai pas de brasserie, quoi. Alors, si je dis pas de conneries, il y avait eu une pré-tentative en Bretagne dont je sais j'ai pas si à ça peine leur entendu appartenait, parler. mais il y a une marque en tout cas. C'est ça, mais Avec pour le coup, j'ai très peu d'infos. Saltica, je crois, la Ouais. marque. C'était, C'est ça. Mais j'ai très peu d'infos sur où c'était, comment c'est passé. Bon, a priori, si c'est plus là, c'est que ça n'a pas dû ultra bien se passer. Mais le fait est que 2018, Manu, il s'énerve et il fait sa brasserie. Donc, ils prennent un gars qui s'appelle Jean-Baptiste Lafont, je sais Je plus. saurais pas te dire. Jean-Baptiste, ça oui. Voilà, qui travaille maintenant, je sais plus où. C'est Un truc de formation dans la bière, voilà. qui est à Rouen. C'est en plus, j'ai honte parce que c'est là que j'ai fait ma formation de zytologue. Bah bravo. Qui s'appelle, ça me reviendra, Je sais pas s'il est la toujours. Bro Society. C'est ça. Je sais pas s'il est toujours. Mais du coup, lui, il bossait On l'a déjà pour croisé à VNB Lyon à la l'année base. dernière, il y était encore en tout cas. Lui, il bossait déjà chez VNB, je sais plus ce qu'il faisait, mais du coup, ils l'ont pris sur la brasserie. Ça a pas duré très longtemps, Jean-Baptiste. Il a fait la création, l'installation, la mise en place, C'est ça, grosso modo. Mais les premiers brassins aussi. Ouais. Et Manu a recruté Andrew, du coup, qui était un brasseur canadien, pas québécois, canadien, qui l'a importé en France, le mec. Et alors, faut savoir que Manu, il parle pas très bien anglais, il comprend vite fait, mais il parle pas très bien. Du coup, il y avait un gros blocage sur la langue. Andrew, c'est bien mis au français. Hein. Quoi ? Andrew, c'est quand même bien mis au français. Ok, je savais même pas. Bah, moi, quand je l'ai connu au début, avant que t'arrives, Andrew parlait très bien français. Ok. Avec son petit Ah ouais, accent, putain. mais il parlait très bien français. Oui, bah jamais parlé français, cet enfoiré. Il me parlait que anglais. Je pense qu'il pouvait pas te blairer. C'est possible. Et du coup, Andrew et Jean-Baptiste ont bossé un petit peu ensemble, si je dis pas de bêtises. Édouard serait plus précis, mais Jean-Baptiste, ça allait pas du tout. Quand Andrew est arrivé et qu'il a repris un peu les rênes, il y avait des piles de factures impayées, il y avait pas de fiche brassin. Je sais pas si c'est la vérité. Encore une fois, j'étais pas là, donc j'en sais rien, mais apparemment, c'était comme ça, pas de fiche brassin et tout. Et c'est vrai que je n'ai aucune trace d'une fiche brassin avant 2021, je dirais, un truc comme ça. Les plus vieilles que j'ai, c'est 2021. Peut-être un tout petit bout en 2020, mais même pas. Bref, j'ai quasiment pas de fiche brassin. Donc c'est possible. Hein. Donc Andrew a remis un peu de propre là-dedans. Il a eu la lourde tâche de faire ça, de redriver un peu la brasserie vers le haut. Jean-Baptiste a quitté la brasserie. Et après, il y a eu pas mal de gens qui sont passés par là, toujours sous Andrew. Mais je pense qu'Andrew, il a eu un gros mal du pays. Il n'était pas très bien chez Le Gontier, lui, pour le coup. Donc il est reparti en Amérique. Je dis en Amérique parce qu'il avait sa chérie qui était au Brésil, je crois. Argentine, ouais. Et du coup, il naviguait un peu. Il continuait de faire les plannings pour la brasserie, mais du coup, il faisait les plannings depuis l'étranger. Donc, avec un décalage horaire assez c'est ça, ouais. important. Donc, c'était Édouard qui envoyait les infos à Andrew. Andrew analysait les infos et renvoyait les choses à faire à Édouard. Donc, en fait, tu avais d'un côté un côté opérationnel, mais avec... c'est pas très peu de connaissances, mais très peu indépendant. Genre, il y avait très peu de décisions qui étaient prises en direct à la brasserie. Et de l'autre côté, Andrew qui ne voyait rien, qui ne goûtait rien, qui ne sentait rien, alors ce qui est ultra important pour être brasseur, quoi. Donc là, je pense que c'est là où ça commençait à vraiment pêcher. Et moi, je suis arrivé là-dessus. Très bien. Est-ce que sur l'histoire, enfin dans l'histoire de VNB, tu peux un peu parler peut-être de la stratégie d'intégration, dans le sens où quel est l'intérêt pour une enseigne, un distributeur comme VNB de posséder son propre outil de production? Ouais. Est-ce que c'est genre une histoire de maîtrise de charge, de sécurisation d'appro, de storytelling pour le réseau aussi? Enfin, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Mais... Déjà, je pense qu'au tout début de mon hardy, c'est pas le même objectif que maintenant. Parce qu'à un moment, si je dis pas de conneries, au tout début de la brasserie, c'était un peu opaque. Pareil sur le fait que c'était la brasserie du groupe, tu vois. Si je dis pas de bêtises. Ça s'est très vite arrêté. Pour le public extérieur, peut-être. Oui. Je t'avoue, je sais pas. Dans le réseau, ça n'a jamais été caché, je pense. Non, dans le réseau, ça n'a jamais été caché. Pour le public extérieur, c'est caché, alors que maintenant, ça l'est plus du tout. Non, clairement, ça se tout partout. Mais du coup, une fois qu'il y a le côté assumé, je pense que, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Faut vraiment que la brasserie, ça soit une fierté pour
le magasin, le groupe, parce que on est dans la même boîte en fait, c'est la bien même chose. Donc nous, on veut être fiers des magasins, il faut que les magasins soient fiers de nous. L'idée, c'est aussi d'avoir le plus de réactivité possible pour répondre aux demandes des magasins ultra spécifiques. C'est-à-dire que en général, les magasins, ils bossent beaucoup avec la petite brasserie locale pour leur bien anniversaire, pour tout ci, pour tout ça. Mais il y a certaines brasseries qui, en local, ont du mal à avoir des brasseries qui font ou des gros volumes, ou qui sont très réactives, ou qui atteignent certains tarifs, ou tu vois, il y a plein de petites complexités auxquelles nous, on essaye de répondre. Donc ça, c'est un gros avantage pour les magasins. Aujourd'hui, on manque un peu d'interface de contact, on va dire. On n'est pas assez pour vraiment accumuler toutes ces demandes. Mais il y a de cette idée-là quand même. Et après, je trouve que ça donne vachement à tout le groupe de VNB, ça donne une grosse légitimité dans le sens où les cavistes qui te parlent des bières, ils savent de quoi ils parlent parce qu'en un coup de fil, ils ont le mec qui fait la bière en fait s'ils veulent. Ce qui est pas du tout le cas dans la plupart des réseaux de cavistes finalement. Je pense que ça c'est un gros outil aussi pour eux pour comprendre ce que c'est le travail de brasseur, le produit et tout ça quoi. T'as des mecs vraiment béton du coup derrière. Les anciens de chez VNB, ils sont super solides. Voilà. C'est vrai qu'en plus, Pas nécessaire mais ça accélère. Ouais. Après, tu vois, j'allais dire, il y a aussi chez VNB toute une histoire de formation. Alors, il n'y a pas de formation à la production, mais je parle de formation caviste. Quand tu formes des cavistes, ils passent tout chez moi. Voilà, c'est très intéressant de les faire passer par un outil de production. Ils voient comment est fait le produit qu'ils vendent, et mine de rien, c'est, je pense, une connaissance non négligeable à avoir quand tu Puis même eux, ça les fait kiffer de voir. Parce que pareil, en fait, on parlait avec Andrew là, mais voir, sentir, goûter tout au même endroit, c'est ultra important. Et alors dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi une stratégie d'implantation d'une brasserie plutôt orientée craft? Parce qu'on l'a pas encore dit, mais Mouradi, ça reste une brasserie de petit volume. Alors c'est pas non plus la petite brasserie qui fait 300 hectos, mais c'est pas un mastodonte gigantesque. Pourquoi avoir fait ce choix du petit producteur plutôt que une grosse brasserie qui peut arroser tout le réseau de 280 magasins? Je pense que au début, ça doit être surtout pour faire kiffer Manu. Non mais en vrai, c'est son jouet. Ouais, en fait, en mode lui, ok, cool de faire du volume. C'est toujours rigolo de faire du volume, on va dire. Mais un peu chiant de faire 3 bières différentes tout le temps les mêmes quoi. Ouais, non, mais Manu, il voulait essayer des choses, il voulait goûter des choses quand même, tu vois. Ouais, quand t'es quand même l'outil de production qui est adossé à un groupe avec 280 magasins et accessoirement bar aussi, où tu peux quand même passer pas mal de bières, t'as tout l'intérêt et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans un second temps après, mais qui n'a pas de lien avec Mouradi pour en parler, mais t'as tout l'intérêt à faire une brasserie qui te fait du volume, qui te fait une pils, en tout cas une bière de soif à pas cher, qui en plus est produit sur place et qui du coup n'est pas importée de l'autre bout de l'Europe. Mais parce que je me demande vraiment la décision pure et dure de la création de la brasserie. Je sais pas si c'est vraiment une décision collégiale au sein du groupe ou pas plutôt juste Manu qui a envie de se faire kiffer, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça et du coup, d'ailleurs, la toute première bière de la brasserie, c'est une American Pale Ale, tu vois. C'est pas non plus une triple Neipa, je sais pas quoi, mais la toute première bière, c'est une American Pale Ale. Ça traduit un peu ce côté de envie de découvrir des styles un peu originaux. On reste tranquille sur l'original. Hein. Mais le premier truc, c'est pas une pils, quoi. Oui, voilà, exactement. Genre, il y avait, je pense que Manu, il a toujours eu en tête quand même d'inonder les magasins et d'envoyer de la bière partout en France. À un moment donné, c'est VNB, tu vois. Tu es pas là pour rigoler non plus. Mais première bière, c'est ça. Ah non, il y a eu Rockstone, je dis de la merde. La première, c'était peut-être Rockstone. Stone Punch ou Stone Punch, peut-être, ouais. Punchstone, c'est ça. C'est des trucs que moi non plus, j'ai pas connus. Mais... Et ça, c'est peut-être une Pale Ale. Parce que Punchstone, c'était pas une Neipa en collab avec White Tag ou non, c'était pas en collab. Il y a eu une collab assez tôt dans la brasserie. Ouais. Mais ok. Mais oui, non, c'est. Et en fait, quand tu regardes tous les styles qui ont été faits au début, c'est que des styles qui font kiffer Manu. J'ai connu au début, on va dire, les bières de soif de la brasserie qui étaient Mouradi blonde et Mouradi blanche, qui étaient donc une Kölsch et une Wheat Beer. Donc c'était pas ça les premiers mois, ça. Ah non, pas du tout. En fait, si tu remontes sur l'Insta Mouradi, c'est un bon moyen de savoir. Alors maintenant après, il y a beaucoup de publications, donc maintenant qu'on publie, voilà, ça prend du temps. Mais les premières, c'est effectivement Punchstone. Et moi, quand je putain, c'est con, j'allais regarder le Untapped de la brasserie pour créer du plus ancien au plus nouveau, mais je pense que déjà Manu Untapped, il sait pas ce que c'est, donc au début non, ça lui du temps, ouais. Et puis surtout, j'ai fait un gros tri moi sur le truc pour virer le Untapped de la brasserie, pour virer toutes les bières qui sont plus produites, en tout cas qui soient plus affichées. Donc moi, je me base sur le logiciel de production qu'on a. Et les tout premiers, si je dis pas de bêtises, c'est Fog You et Punchstone. Je sais plus dans quel ordre, mais du coup Punchstone c'est ça, c'est Neipa tranquille. Du coup c'est pour ça que je dis Pale Ale, je pense. Mais c'est Neipa et American Pale Ale. Donc en fait il y a quand même ce délire de
Manu qui découvre des nouveaux styles de bière avec la craft et qui se dit ah moi aussi j'ai envie de goûter en fait, j'ai envie de faire, on va J'ai envie de rigoler. faire ce que j'aime. Voilà, c'est ça. Et d'apporter aussi peut-être un truc un peu complémentaire dans le réseau du coup. C'est ça. Et du coup, ensuite, il y a eu cette envie de faire une bière de soif pour inonder un peu, la Moirdy Blonde, qui était une Kölsch, j'allais dire un des styles, voire le style préféré de Manu, tout confondu. Je pense que le style Donc tu vois, en préféré. fait, quand tu retraces un peu ça, en fait, c'est juste le mec qui se fait kiffer, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça, dans un premier temps, ça a été un peu ça le problème, c'est que lui, il se faisait kiffer, mais il avait du mal à entraîner tout le monde là-dedans. Comment tu décrirais là maintenant à l'heure actuelle, parce que ça a du coup un peu évolué, l'ADN de Moirdy? Bah alors déjà, il y a toujours ce côté se faire kiffer, très honnêtement. C'est plus forcément Manu qui choisit les styles, même si il donne son avis, parfois il apporte des trucs Ça tombe bien, rigolos. t'es en train de parler de exactement le point que j'allais aborder après. Ok, bah voilà. Parce que quelle est l'implication de Manu et dans le quotidien de la brasserie encore à l'heure actuelle? Alors, parce qu'il y a deux questions. Attends, c'est quoi la première déjà? Bah c'est une seule. C'est quelle est à l'heure actuelle l'implication de Manu encore dans le quotidien de la brasserie? Alors aujourd'hui, Manu, il m'épaule vachement sur la partie dès qu'il faut sortir beaucoup de pognon. En gros, il me régule un peu parce que des fois, il y a des petits points que j'ai envie de régler et qui peuvent coûter très cher. Et il me dit temporise, on verra ça une autre fois. Je pense qu'il fait ce qu'il faut faire. Ne serait-ce que du matériel d'analyse physico à la brasserie, un spectromètre, des trucs comme ça. Ça fait des années que j'en veux un. Et effectivement, ça coûte une. Enfin, c'est pas que ça coûte une blinde par rapport aux autres investissements qu'on fait, c'est que ça génère derrière pas de rentabilité et du coup, c'est loin d'être la priorité, tu vois. À un moment donné, une fois qu'on vivra, on verra si on peut s'améliorer, tu vois. Ouais. Donc Manu, il m'épaule vachement sur cette partie-là. Il m'épaule aussi beaucoup sur la partie RH, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recrutement que je fais sans lui. C'est con, mais il passe tous les jours à la brasserie. Donc, tu te sens soutenu, t'as quand même un mec qui est avec toi. Et tous les jours, il vient de dire mais pourquoi vous faites des bières avec 14 tonnes de fruits alors que c'est pas de la bière? Oh, il a vachement évolué. Oui, je sais. Et sur la partie commerce. Sur la partie commerce, qui est la partie qui me fait le plus chier, moi. Parce qu'il a toujours été un peu et lui, qui aime le plus dans le sang, et il aime bien les petits marchés. Il adore. Voilà. Donc, sur tous ces petits trucs-là, qui sont finalement énormes, hein, quand tu fais le cumul, c'est un temps plein. Hein. Il est ultra important. Mais du coup, il est pas du tout... À l'opposé, du coup, il est pas du tout dans le processus créatif. Même si, en fait, il est autant dans le processus créatif que n'importe quel membre de l'équipe Moirdy. En dehors de nous deux, tu vois. Ou de Pierre. Ça veut dire qu'il a son mot à dire. Mais il en dit pas beaucoup. C'est-à-dire que, on prend Edouard, par exemple. Edouard, il pourrait dire ah, ça, je suis pas d'accord qu'on le fasse comme ça, ce style-là, faudrait faire comme ça, comme si. Mais en fait, les gars, ils sont contents de ce qu'on fait aujourd'hui, donc en fait, ils disent pas grand-chose. Il y a que là, quand on fait le planning des éphémères de l'année, où les gars, ils s'investissent vachement sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, mais Manu, il a autant son mot à dire que les autres. Et parce que aujourd'hui, tout le processus créatif, il est surtout basé sur du débat. De pourquoi on ferait ci, pourquoi on ferait ça. Parce qu'il y a des trucs qui te font kiffer toi, et des trucs qui font kiffer moi. Mais parfois, c'est toi qui me rappelle à l'ordre en disant mais ça, Louis, putain, si on le fait, ça va coûter une blinde et ça va être invendable. Parfois, c'est moi qui te dis Alex, 80% de fruits, non seulement c'est invendable, et en plus, c'est pas de la bière. Vraiment. J'en suis jamais arrivé là. C'est du cidre. Ça n'a rien à voir. C'est vachement. Je trouve que. En fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tête réelle à la brasserie. Il y en a factuellement, on peut imposer des choses si on a envie, mais le fait ça fonctionne pas comme ça crée vraiment du processus créatif dans la négociation, dans la répartition des trucs. Moi, je trouve ça cool. Et du coup, Manu, il participe autant que les autres à ce truc-là, quoi. Voilà, parfait. Je fais un petit break pour juste te dire aux gens que s'ils apprécient notre échange, ils peuvent évidemment s'abonner au podcast s'ils ne l'ont pas déjà fait. Tout à fait. Sur toutes les plateformes où on est dispo, Apple Podcast, Spotify et Tutti Quanti et tout ça. Perso, je suis abonné sur Spotify et j'ai mis 5 étoiles. Et voilà, j'allais dire, il faut mettre 5 étoiles et vous pouvez me laisser maintenant sur Spotify et d'autres plateformes des petits commentaires sur les épisodes. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je vérifie que je dis pas des fake news. Et après avoir fait ce petit rappel, je vous laisse d'ailleurs avec notre petite... Oh là là, incroyable. 98 notes et 5 étoiles de moyenne. Oui. Ah, c'est pas dégueu. Oui. Merci Spotify. Continuez, on veut encore plus de notes. Il faut passer les 100 déjà, et de préférence en gardant le 5 étoiles de moyenne. Si on dépasse les 100 5 étoiles, j'arrête mon boisson d'alcool. Il reste 3 jours. Ce podcast, il sera sorti, toi déjà. Oui. Et voilà, et c'est d'ailleurs la transition parfaite pour vous lancer la sponsor de notre partenaire American Canning.
Envie de donner un coup de boost à votre production? Découvrez les machines de mise en canette American Canning Machines, directement conçues à Austin, au Texas. Compactes et performantes, elles s'intègrent partout, même dans les espaces les plus petits. Fini la complexité. Avec des commandes intuitives et un faible coût de maintenance, votre équipe se concentre sur l'essentiel, le brassage. Nos machines garantissent une qualité de remplissage impeccable, préservant la fraîcheur de vos boissons, qu'elles soient plates ou pétillantes. Et on vous accompagne. Notre équipe en France est là pour l'installation et le suivi. American Canning Machines, des encanneuses simples, robustes, abordables et parfaites pour les microbrasseries. Prêt à produire plus, gaspiller moins et goûter la différence? Contactez-nous sur europe@canwithacm.com. Voilà, on revient dans l'épisode. Ah oui, en fait, dans la vraie vie, il n'y a pas la sponsor. Ah putain, c'est génial. Et après, je fais du montage. C'est fou ça. C'est dingue. Hein. Moi, je pensais écouter la sponsor là. Bah écoute, si je l'avais mis sur ma table de mixage, j'aurais pu. Mais... Je peux être influencé ou c'est interdit? De toute façon, est-ce que tu aimerais avoir une encanneuse American Canning à la brasserie? Alors là, il va falloir prendrait vachement moins de place que la tienne. Oui, c'est vrai. Elle fait pas les bouteilles du coup. Ah oui, non. Bref, après avoir posé un peu tout ce cadre sur la structure de la brasserie, on va passer sur des aspects un peu plus techniques, fabrication, et en plus on va parler aussi d'autres choses, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la brasserie Mouradi, mais c'est une brasserie distillerie, donc il y aura des choses à dire. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me dis, il faut que je te reprenne et je le fais pas. Non, mais c'est prévu, okay. Mais tu sais, je suis siroton de houblon, pas siroton l'orge maltais distillé. Fermenté, t'as oublié. Fermenté, oui, bah sinon ça marche pas. Mais bref. Peu de temps après ton arrivée, il y a eu une grosse refonte de la gamme, aussi bien en termes de visuel, de construction de gamme, mais que de recettes aussi. Ouais. C'est un gros virage qui s'est fait sur l'identité, notamment de la brasserie, l'ADN, de ce que la brasserie veut faire, comment elle veut le faire et ce qu'elle veut montrer. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de la gamme actuelle? Mais tu sais. Ah, moi oui, mais et puis là, les 98 5 étoiles ne savent pas. Faut que je fasse gaffe parce que le mec qui a inventé la gamme en face, donc... Je peux te reprendre à tout moment. J'adore. Alors, du coup, parce que en vrai, quand je suis arrivé, il faut quand même avoir en tête Alex et Pierre aussi, du coup, les deux acheteurs bières de chez VNB, ils avaient déjà énormément bossé sur la structure de la gamme. Parce que vous aviez fait toute la partie discussion avec les magasins sur l'étiquette, sur tout ça. Il y avait eu des propals déjà de comment est structurée la gamme classique, la gamme craft. Sur la structure. Sur les danses en même temps. Ouais, moi aussi. On peut... Macarena. Non, mais surtout ce qui est structure de la gamme et même travail un peu de l'univers et compagnie, c'est vrai qu'on avait déjà commencé. Mine de rien, ton arrivée était collée en fait avec cette pas fait exprès, mais pile poil, quoi. Et nous a permis aussi du coup de remettre le nez dedans et de refaire des modifications un peu, parce que là tu vas nous parler de la gamme globalement, mais on verra que on avait prévu dans la gamme craft d'avoir une American Retail qui n'est jamais arrivée finalement. Et il y a d'autres choses, ça a quand même évolué par la suite. Ce truc-là décrit vachement bien le processus de négociation et de débat de la... Complètement. Hop, deuxième upwatcher, ce qui se fait soif quand on parle. Il avait pissé sur moi. Mais oui, c'est important, je pense, de rappeler, on en a un peu parlé au début de l'épisode, mais qu'avant ton arrivée, et du coup avant cette refonte de gamme, on a fait cette refonte de gamme parce que ça me fait bizarre d'être le mec qui interviewe et de dire on, de m'inclure, non, parce que... Oui. Je peux le dire à Damasque. Ça, c'est l'épisode d'après. Tu te sens mal. Mais il y avait un besoin vraiment de tout foutre un peu pas à la poubelle, mais de remettre beaucoup de choses en place et de restructurer, mais surtout d'avoir un vrai effet de nouveauté, parce que il y avait des choses qui ont été faites dans la précédente vie de la brasserie qui font que il y a des produits qui n'étaient pas toujours très réussi. Il y avait des fâchés auprès du réseau, il y avait des problèmes de communication entre la brasserie et son client majoritaire, qui est donc la centrale d'achat de VNB. Et majoritaire, c'est un euphémisme. C'est extrêmement majoritaire. Mais voilà, donc il y avait besoin de remettre les choses à plat, et c'est pour ça qu'il y a eu cette restructuration qui était donc comme tu le disais, déjà pensée en amont par Pierre, moi, et il y avait Élise aussi qui était au marketing bière à cette époque-là. Parce qu'il y avait, il fallait trouver un plan pour restructurer ça, et ça présente quand même assez bien, et qu'il y ait pas... Alors parce que c'était très bien de dire on change les jus, ça va être meilleur maintenant. Il faut donner un peu envie aux gens de l'acheter, parce que sinon ça ne marche pas, quoi. Heureusement, parce qu'en fait, moi, quand je reprends mon hardy, en vrai, je suis en all-in, hein. J'arrive, j'étais brasseur, j'ai écrit 2 recettes dans ma vie, au-delà du brassam, hein. J'ai écrit 2 recettes dans ma vie, juste j'ai été pris parce que je me suis mis une tôle avec Manu. Bingo. Alors c'était le process de recrutement était... C'était le chicote. C'était le green flag. Fallait faire ça. Et j'arrive et je me dis, putain, mais là, ça veut dire que dans 2 jours, on me demande de sortir une gamme.
J'ai jamais construit de gamme de ma vie. Je vais devoir donner le tarif des bières. J'ai jamais donné de tarif de bière. Je sais calculer un coût de revient, je m'en fous, c'est très facile, mais rien. Franchement, je suis en all-in. On t'a aidé, on t'avait donné un prix d'achat cible extrêmement bas pour que Voilà, et j'ai dit, bon d'accord. Et en fait, heureusement que vous avez fait ça, parce que du coup, vous m'avez retiré un bon bout. Et moi, ce que j'avais à faire, c'était juste créer des recettes. Et ça tombe bien, à cet instant-là, quand je suis arrivé, c'est exactement ce que je voulais faire, parce que c'est ce qui me faisait kiffer. Envers les gars qui étaient déjà là à la brasserie, parce que j'ai récupéré toute l'équipe. L'équipe, c'est toujours la même. Hein. Oui. Il y a eu 2-3 trucs qui ont bougé, mais c'est globalement la même. Ça légitimait ma place avec l'équipe. Donc en fait, le timing était magique. Et j'ai juste fait les recettes. Et vous avez structuré la gamme. Qui est du coup, parce que c'est quand même ça la question à la base, si je dis pas de conneries, c'est quoi la gamme Du coup, il y a une grosse partie classique. Avec des bières de couleur, on va dire. Moi, je les appelle comme ça. Je pense que c'est assez pertinent. Des bières de couleur. Du coup, blonde, blanche, IPA, triple, ambrée. En bouteille 33 centilitres long neck. Long neck, accompagné de leur 75 centilitres brasseur. Oui. Tout ça en capsule 26 mm. Merci pour la Et en fût 30 litres. Format euro, tête plate. Merci Louis. Empilable, mais parfois pas. Parfois pas, parfois. Et j'ai même des nouveaux fûts qui sont même plus des euros. C'est le bordel. Donc il y a cette gamme partie classique parce que on l'a pas encore dit, je pense qu'on en reparlera, mais l'idée de mon hardy, le truc de base, et c'est pas une stratégie qu'on a donnée nous. Alors oui, on l'a aussi donnée, mais je pense que c'est une intime conviction de chacun des gars qui bossent pour mon hardy, c'est de faire passer les gens de boire de la triple carmélite à boire de la Lacryma de Euro de Piggy, tu vois. Nous, on veut faire le chemin pont. Entre les deux. On va être le pont c'est entre... ça. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est vraiment le but, parce qu'on se dit, c'est quand même con, parce qu'entre triple K et Lacryma de Euro... Il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose en termes de... Dans le 2, t'as de l'alcool et du sucre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même des rapprochements. Sauf qu'il y en a un qu'on veut pas boire et l'autre qu'on veut boire. Oui. Voilà. Donc, il y a un truc, mais putain, les gens, ils y vont pas. Donc, cette gamme classique, elle sert à ça. À leur dire, tu vois, on préfère faire des petits pas aux gens qu'un grand pas. C'est comme ça qu'ils ont construit la gamme, en effet. C'est ça. Ta triple K, nous, on a la Mon Hardy Trip, qui est vachement mieux parce qu'un peu moins sucré, un peu plus amer. Ah bah tiens, c'est quand même marrant. On se rapproche vachement d'une triple d'IPA petit à petit. Tu vois. Donc on a cette une fois gamme-là. Que t'as goûté la Mon Hardy Trip, tu vas goûter l'Hypernova. C'est ça. Non mais en vrai, quand tu penses, c'est vraiment ça. Ouais. Du coup, la gamme classique qui sert à ça, et mine de rien, qui fait aussi un peu vivre la brasserie, parce que volume. Là-dedans, dans cette gamme-là, t'as la Mon Hardy IPA qui représente 25%, 30% de nos volumes, tout confondu. Ce qui est assez logique, parce que c'est un peu le cheminement de beaucoup de brasseries craft qui ont cette gamme plutôt grand public. Même si tu es sur une brasserie qui n'est pas une brasserie avec des bières de couleur, je prends l'exemple de la brasserie du Grand Paris. Ouais. La IPA Citra Galactique, qui est donc leur IPA plutôt West Coast, American IPA de base, qui est un produit qui a plus de 10 ans. Je crois que ça fait plus de la moitié des volumes, largement plus que la moitié des volumes de la brasserie. Mais ça, c'est déjà un effet. Ça répond aussi à un besoin du marché où les gens qui vont contacter une petite brasserie, ils vont pas forcément pour prendre une blonde de soif parce que une blonde de soif, elle coûte pas cher chez les Allemands et il fait pas chier. Et c'est déjà un effet de c'est plus valorisant d'avoir cette triple IPA. K à Mon Hardy Trip, tu vois. Je pense que le fait que l'IPA explose, c'est déjà une transition. Oui, bien sûr. Et elle est encore à faire, mais le reste est encore à faire, mais je trouve que ça a déjà avancé. Donc on a cette gamme classique, blanche IPA triple, qui, alors il y a... Je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais qui évolue en fait beaucoup. Pas dans le branding, tout ça, mais dans la partie recette, en fait, on modifie tout le temps des petits trucs tout le temps. Je pense que c'est le cas de beaucoup de brasseries qui ont une gamme permanente. Tu les fais évoluer au fur et à mesure pour les améliorer, répondre de plus en plus aux besoins du marché. Je dirais plus ça, plus qu'améliorer, mais ouais. Parce que on se dit, en fait, les gens, aujourd'hui, ils aiment le sucre, donc en fait, le côté amer qu'on avait mis il y a 6 ans dans la triple, finalement, go le retirer, les gens, ils aiment bien le sucre, on met du sucre, quoi. C'est plus de l'adaptation plus que de l'amélioration, je pense. Après, il faut toujours que ça nous plaise à nous, donc nous, on voit quand même ça comme de l'amélioration, mais c'est vraiment de l'adaptation. C'est-à-dire, l'IPA, elle est trop amère, il faut qu'on la rende un tout petit peu moins amère, c'est subjectif, quoi. Et du coup, ensuite, on a la gamme craft permanente. C'est marrant parce que pour moi, toutes les brasseries qui parlent de gamme craft, c'est que c'est pas des brasseries craft. Mais donc tu n'es pas une brasserie craft. On a déjà eu le débat de toute façon. Du coup, on a la gamme craft avec, pareil, des styles qui peuvent parler aux gens qui boivent déjà des bières artisanales de couleur. Donc on a, je sais plus si je dois dire Nova ou Néo Nova, du coup je suis perdu. Il y a une transition en cours. On a c'est Néo Nova. Néo Nova qui est une session NEIPA. On a Supernova qui est une NEIPA. Hypernova qui est une double IPA. Plutôt moderne, du coup, pour le coup. Plutôt moderne, ouais. Presque double NEIPA. Ça, ouais. Double Easy IPA, on va dire. Ouais, c'est bonne idée. En gros, en vrai, c'est ça. Aurora qui est Wittel, framboise, citron, basilic, j'ai déjà parlé. Et
Nix, qui est un Yes vanille pécan. Donc on est sur... Là, pour le coup, on est vraiment sur cette gamme-là, c'est une gamme classique de brasserie craft, tu vois. Voilà. Et ensuite, dans la gamme éphémère, on fait tout et n'importe quoi. Et beaucoup de n'importe quoi. Ouais, de moins en moins quand même. Oui. Parce qu'on commence à se dire que c'est vrai que ça sert à rien de faire complètement n'importe quoi tout le temps. Mais oui, on fait beaucoup de bières différentes, beaucoup de variétés. Mais ouais, il y a un peu Mais voilà, c'est ça les trois gammes. du coup de dire que le buveur de triple K se dit d'un coup ah bah tiens, il y a pas de triple K dans mon VNB, mais il y a une Monhardi triple, je vais tenter. Ah, ça me plaît bien. Bon, la fois d'après, tu dis qu'est-ce qu'ils font Monhardi? Ah, une Hypernova, ça c'est aussi fort en alcool, ça vient aussi de chez Monhardi. Bon, peut-être que je vais goûter. Paf, tu tombes dans la double IPA. Et une fois que t'as mis le pied là-dedans, tu dis bon alors si je vais plus loin, je vais où? Et là, tu vas te choper, je sais pas, une pastry sour, une smoothie sour, ou whatever on fait dans la gamme mais en fait, éphémère. tu peux faire ça avec toutes les bières de la gamme classique. Alors pour les bières aux fruits, on a un skip, il n'y a pas de bière aux fruits dans la gamme classique. Donc tu fais directement Castel Rouge, Aurora, voilà, fin du parcours. Sour. Là, l'écart est un peu plus grand, mais ouais, mais ça, il sait quand même. Hein. Et ça, c'est, mine de rien, je pense, une problématique de beaucoup de brasseries craft actuelles, de brasseries artisanales en tout cas, qui veulent répondre à ce segment-là, de dire j'ai envie d'aller trouver des becs pour remplacer les fruités belges. C'est que nous, on n'a pas de sucre dans nos bières, globalement, elles fermentent et qu'on met pas des saloperies dedans, quoi. Et c'est le problème, c'est que comment tu vas faire convertir un buveur de Castel Rouge qui prend ça parce que c'est sucré, c'est gourmand et qui se prend une tôle sans le sentir passer, c'est plus compliqué, quoi. Mais ça, c'est pas une problématique, je pense, de Morandis, c'est une problématique de beaucoup de brasseries. De beaucoup de brasseries, ouais. Mais voilà, c'est un peu notre gamme, elle est faite comme ça. Très bien. Est-ce que tu peux me parler juste rapidement, est-ce que je passe dans la branche technique de l'installation de la brasserie actuellement? Ouais, bien sûr. Et qui est en cours de modification d'ailleurs. Du coup, on est sur une Caspari 20 hecto, 3 vaisseaux, bientôt 4. Donc on avait empâtage ébu, filtration Whirlpool, et là maintenant on a empâtage, filtration ébu, Whirlpool. On a des cuves de 20, 40, 60 et 80 hecto qui viennent de partout. Et on a une enfuteuse qui va faire une vingtaine de fûts à l'heure en gros, et une embouteilleuse en canneuse qui fait du coup et les bouteilles et les canettes, qui sort en 33 centilitres, 2002-2003 bouteilleur ou canette heure à choix. Poil overkill du coup. Voilà, c'est pour un poil, hein, très très overkill, parce qu'elle tourne sachant 2 que la fois la semaine, production on de fait la des petits condis. Et toute la production de la brasserie doit être quoi, 75-80% en fût. Ah ouais, 75% dessus, ouais. Limite, ça baisse petit à petit en proportion, mais en futeuse un peu sous-dimensionnée la brasse. Ouais, c'est le prochain truc qui bouge. Ouais. Mais voilà, on rajoute des cuves là, on a bientôt dans les cuves aussi, t'as pas parlé, il y a 2 Bright Tank. Ouais, 2 BBT aussi, ouais. Voilà. Tout à fait. De garde pour être plus flex. C'est ça. Et donc si on pour l'instant, pas de centrale, pas de fil, pas rien du tout. Ouais. Voilà. Et si on reste sur la partie matos, on quitte la partie brasserie, on arrive dans la partie distillerie. Ouais. Il y a également un alambic de chez Stuffler. Stuffler, ouais. Bordelais du coup. C'est pour ceux qui s'intéressent au spi, du coup, c'est pas du pot still, c'est pas du charentais, c'est Stuffler, ils ont un concentrateur qui est dédié à eux, c'est eux qui ont le brevet de ce truc-là, et ça nous permet de sortir en partant de moule whisky à 8%, de sortir en une seule passe à 70%. Alors, ces alambics-là, moi je suis pas expert spi du tout, ça vient petit à petit, je commence à m'y rapprocher, mais j'en suis très loin quand même. Cet alambic-là est plutôt dédié aux liqueurs de fruits. Il sort des jus très gras, très amples, très profonds, mais du coup pas très structurés. Donc nous, là, notre travail, c'est plutôt de travailler sur la structure des spiritueux, plutôt que de travailler sur le côté gourmand, explosif, gras, quoi. Et du coup, pour la production, comme je dis, c'est plutôt un truc qui est dédié normalement à faire des liqueurs ou des jus, ou t'as des eaux de fruités. Des eaux de fruits, c'est directement qu'on peut mettre dans le choyer. Actuellement, la brasserie, enfin la partie distillerie du coup produit du gin, du whisky en permanent, plus après il y a d'autres choses qui arrivent, mais gin, whisky qui sont quand même un peu l'essentiel des productions. Comment tu produis du coup du gin et du whisky sur un alambic qui est pas vraiment fait pour? Bah en fait, l'alambic techniquement il est fait pour. Oui, c'est juste le rendu est différent de si ça avait été. Voilà, c'est ça. Mais en fait, pour le gin, en gros, on va faire la macération. Il y a des alambics, je prends celui de David d'Iron. Par exemple, David, lui, il peut mettre des paniers dans sa colonne de vapeur, et du coup, ça extrait de l'aromatique des épices qu'il aurait mis dans ses paniers pour que ça se retrouve dans le gin. Nous, on n'a pas ça, donc on fait des infusions un peu plus longues, on joue différemment, en fait. Contrairement à la bière. Mais non, c'est précisément comme la bière, en fait.
On a tous des incels différentes et du coup, on joue avec les cartes qu'on a. Ouais. Et la distill, c'est tout pareil. On a tous des incels différentes et du coup, tu vas jouer un peu les cartes. Je trouve que dans la distill, on sent plus les écarts de matos. Plus facilement. Peut-être que c'est parce que dans la bière, tout le monde a des matos assez modernes. Un peu. Voilà. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, dans la distill, je trouve que le matos, ça fait toute la diff, quoi. On voit vraiment la différence. Mais tout est faisable, hein, et surtout pour l'instant, les SPI, ça représente pas une grosse partie de notre production. Non, bien sûr. C'est donc, c'est pas qu'on se prend pas la tête, mais on n'a pas trop de contraintes de prod liées à ça pour l'instant. La fin 2025, là, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, est sorti AD1, qui est le premier whisky de la brasserie. Tout à fait, ouais. Qui est d'ailleurs le premier whisky mayennais, je crois. Tout premier whisky mayennais. Je m'avance. Ouais. On sait jamais. Oh, m'en fous, j'ai décidé. Potentiellement, il y a eu un whisky mayennais en 1727 et on le sait pas. Ah oui, alors il y a forcément un grand-père qui a distillé de l'agneau de céréales quelque part chez lui et qui l'a fait vieillir. C'est une évidence. Mais il a peut-être pas commercialisé. Voilà. Par rapport à la production de bière, là, on est sur un univers complètement différent en termes de production, mais surtout en termes de temporalité. Ouais, c'est ça, la grosse diff. Un whisky, c'est, pour avoir cette appellation, c'est minimum 3 ans et 1 jour de vieillissement dans des barriques. AD1, c'est un assemblage de 3 ans et de 4 ans. Non, cette année, c'est 2-4 ans. Mais la première, 2025, ouais. pardon, c'est 2-4 ans, mais la prochaine sera peut-être comme ça, ouais. Okay. Et du coup, comment on arrive à, dans ton rôle, aussi bien gérer de la production de bière qui est un peu plus rapide. Alors non, il y a une temporalité quand même, hein, une fermentation, il y a des choses. Pour d'autres usines, c'est vachement lent la bière, ouais. Ouais, voilà. Mais à ça, et d'un autre côté, gérer un chai avec je sais pas combien de barriques pour des jus qui vieillissent des années et des années avant d'être assemblés. Alors, il faut être très honnête. Alors déjà, il y a Albert qui est à la brasserie qui, lui, s'occupe de la partie distillation, donc toute la partie opérationnelle. Sur la partie gestion de prod, très sincèrement, que ce soit du speed, de la bière, du fromage, franchement, c'est pareil. C'est que des... Enfin, on est tous des opérateurs et on fait tous des tâches, donc voilà. Sur la partie whisky pur et dur, en fait, il y a très peu, avec le nombre de barriques qu'on a, il y a très peu de choses à faire. Genre, le chai, il est pas énorme, on n'a pas besoin de déplacer les barriques tout le temps. Il n'y a aucun intérêt à les goûter toutes les 4 matins. Il n'y a pas trop de suivi, il faut surveiller le chai, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de trucs comme ça, qu'il n'y ait pas des barriques qui commencent à fatiguer. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est plus la partie production du mood whisky qui va imputer sur la partie réellement de production. Et en fait, depuis 3 ans maintenant, on a une cuve dédiée, enfin un fermenteur dédié au whisky, au mood whisky. Du coup, maintenant, c'est même plus tant une contrainte que ça. En fait, quand cette cuve elle est vide et qu'on a... Moi, je me fixe un objectif à l'année. Bah, par exemple, pour 2026, on veut faire 400 hectos de whisky. Peu importe le whisky, que ça soit du tourbé, du classique, du parcellaire, voilà, peu importe. 400 hectos, on répartit avec Albert et avec Sylvain et 400 hectos, c'est 400 hectos de mou, ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que 400 hectos de whisky, ça... Bah, de toute façon, il faut dire que 10 hectos, ça sort une barrique, en gros. Ok, je fais une barrique de 220, dans ce dos-là. Donc en fait, je dis on fait 400 hectos, on fait un point avec Albert, Sylvain et Tanguy qui sont les acheteurs SPI, parce que du coup ça marche de la même manière que la bière de l'autre côté. Et on se dit vas-y, dans ces 400 hectos, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de parcellaires, combien de classico-classiques, combien de tourbés, voilà. Et on choisit en fait, tout ça c'est pas sorti évidemment, parce qu'on a sorti un whisky donc on peut pas en avoir sorti 3 différents. Mais du coup on répartit ça dans la prod, et du coup quand on fait le pré-prod de brassage ensemble, je vais me dire... là, j'ai un trou, go placer 40 hectos de whisky, go placer 20, voilà. Mais en vrai, c'est plus que la production depuis des années s'articule autour de ça. Parce que faut faire de la place pour whisky. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de vendre plus que ce qu'on produit, largement. Donc en fait, t'es obligé de te dire, vas-y, mais 40 hectos de bière, ça dégage, et je fais 40 hectos de whisky à la place. Quand tu dis t'es capable de vendre plus que ce que tu produis, c'est aussi le cheminement logique d'une début de production où t'as pas encore beaucoup de jus qui a atteint le vieillissement nécessaire ou souhaité pour faire des condits, quoi. Mais du coup, voilà, on articule la production autour de ça, et en fait, c'est vraiment... Au début, ça a pété un peu parce que... Enfin, ça a pété, mais... il y avait parfois un gros côté frustrant de se dire, en fait, on produit pas de bière, on fait du whisky à la place, et en fait, on a l'impression de pas réussir parce que le whisky, on le stocke, du coup, ça a pas de valeur, nanani, nanana. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans parce que c'est vraiment devenu une routine de fonctionnement. On sait que Albert, il sait qu'il va distiller un whisky tous les X temps. Pour lui, c'est facile, quoi. Voilà. Et pour parler du jus un peu plus, un jus de base, comment on brasse un jus à distiller derrière? C'est quoi les spécificités? Alors, je sais qu'il y a de grosses différences en fonction des distilleries. Nous, c'est
ultra proche du process de brassage de mou pour la bière, en fait. Juste, on va pas mettre de houblon et on va faire une IBU plus courte. Parce que du coup, chez nous, par exemple, pour 20 hectos de mou, on va foutre 400 hectos de céréales. Mmh. En général, pas tout le temps, mais en général, on va ajouter 25 kilos de malt acide. Le malt acide, c'est du malt traditionnel allemand parce que en fait, il y a 300 ans, on n'était pas capable d'ajouter de l'acide lactique pour corriger le pH d'un mou. Donc, en fait, on ajoutait du malt acide pour corriger le pH pour que les enzymes bossent mieux. Et pour le whisky, vu que l'idée, c'est quand même le but principal de sortir un max d'alcool, faut que tes enzymes, elles bossent bien, sinon ça marchera pas bien. Donc, malt acide pour baisser le pH. Filtration, ébullition que de 15 minutes. Parce que vu qu'on a une fermentation qui est ultra courte et qu'on va distiller derrière, en fait, on s'en fout qu'il reste des bactéries, on s'en fout que tout ça, c'est pas du tout un problème. Surtout qu'on a maintenant une cuve dédiée. Vraiment, rien à faire, quoi. Donc 15 minutes de début, pas de houblon, pas de rien du tout, en fait. Rien à part de l'orge. Et ça part derrière en fermentation. Et aujourd'hui, nous, on fermente ça avec de la levure de Hefeweizen. Mais on commence Un à choix faire... assez... De quoi? C'est un choix assez original. Oui. C'est pas le mien, ni celui D'accord. d'Albert. Donc je vais Mais pas il est le là. commenter, mais c'est un bon choix, moi j'aime bien. Ça fait que le whisky, le mou d'outil, quand il fermente, il pue un peu moins que ce qu'il est censé puer. Ça sent un peu la banane, quoi, ça sent bon. Parce que normalement, le mou whisky, quand ça fermente, ça pue la mort. Ouais. Ça sent le soufre, c'est fermentaire très fort. On dirait une triple très 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 forte, Ok. en gros. Parce que pareil, c'est un mou qui est pas ultra nutritif pour la levure. Il y a du sucre, quoi, genre elle bouffe et c'est un peu l'usine. Donc ça fermente très vite, très chaud. On fermente à entre 35 et 40 degrés, je crois. Donc ça tape. Pareil, c'est pour ça qu'il y a que quelques levures. Toutes les levures peuvent pas faire ça. Ouais. Là, pour le coup, on ajoute un peu d'enzyme en fermentation pour casser toutes les dextrines. Enfin, tout ce qui est pas du sucre fermentescible pour le péter. Du coup, on a que du sucre fermentescible. Pour les brasseurs, on termine en densité à moins 1,7 degré plateau, ce qui n'a aucun sens, mais on est largement en dessous de la flotte. Le mou de whisky fermenté, c'est moins dense que la flotte. Et du coup, après, on distille tout ça, mais tout ça, ça se passe dans une fenêtre de 2 semaines, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'on s'en fout des bactéries, Ouais. tout ça. Et nous, on bosse. Il y en a qui bossent avec des levures diastatiques pour éviter d'ajouter de l'enzyme. Ok. Nous, on le fait pas, de par le risque pour nos bières, et aussi parce que c'est plus long. Ok. Voilà. Même s'il y aurait potentiellement de meilleurs rendements. Je reviens à un sujet donc plus général, on dézoome, on sort de la distillerie. Hop. Pour éviter qu'on m'accuse d'être trop complaisant avec la brasserie du groupe Après, dans je trouve lequel je que t'es travaille. très complaisant. Oui, voilà, mais bon, là. Après, en même temps, c'est un peu ta brasserie aussi, donc l'un dans l'autre, ça semble logique. Ouais, mais après on m'accuse d'être trop complaisant, donc faut que je te mette un peu de, Vas-y, je te mette un mets-moi peu dans de poil la à sauce. gratter quand même. Vas-y. Non, je vais pas trop te mettre dans la sauce non plus, mais la question est, Louis. Oui. Est-il le vraiment veux. possible, alors moi aussi, mais non. Est-il vraiment possible de garder une liberté créative totale quand tu Ah oui. produis de la bière et des spiritueux pour 280 magasins? Est-ce que tu finis pas par genre lisser tes goûts pour plaire au plus grand nombre? Alors, T'as j'ai un envie peu de dire- répondu tout à l'heure, mine de rien, mais Ouais, et je me demande si on n'a pas déjà un tout petit peu répondu aussi sur ton podcast. vas-y, fais des call to action Craft pour les ou renvoyer pas, vers d'autres ouais. épisodes, moi ça me va très bien. C'est pas craft ou pas craft, mais il y avait un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est la craft ou c'est pas qu'est-ce que c'est la craft, c'est bon, vous trouverez, vous cherchez Écoutez-les le tous. call to action explosé au sol. Déjà, moi, je considère que de base, peu importe que tu sois lié à un groupe ou pas, t'es assujetti à la loi du marché. C'est-à-dire que tu peux Faut faire vendre ce que ton tu veux. produit. Si tu veux manger à la fin du mois, va falloir que tu vendes ta putain de bière. Et si ta bière, c'est n'importe quoi, tu vas en chier. Il y en a qui y arrivent. Ça veut pas dire que tu vas pas y arriver. Hein. Ça veut dire Après- qu'il va falloir faire sa place, quoi. Il y a vendre 5 hectos de n'importe quoi et Oui. vendre 40 hectos de n'importe quoi. Et ça, c'est ça. pas là. Et puis, si t'es seul sur un segment ultra niche, bon, y a pas de problème. Si Exactement. tout le monde se met à faire des trucs ultra niche, Si tu vends y ta a pas la bouteille, place pour tout le si monde. tu vends ta bouteille 30 balles et que t'arrives à les vendre, trop bien, régale-toi en fait. Mm. Et là, pour le coup, c'est vrai que sincèrement, même là, t'es pris un peu au piège parce que un jour, t'as envie de te faire une petite pils de rigolo, voilà, tu vas vendre 30 € ta bouteille de 33 centilitres, là, ça va être compliqué. Tes clients, ils vont te regarder de travers. T'es assujetti à tes clients. Les clients, ils veulent boire, ils ont une attente et il va falloir que tu y répondes à un moment donné. Donc déjà, il y a cette première pression-là. Nous, nos clients, c'est facile, il y en a 280, 300, si on rajoute les levures de café, et on les connaît. Super simple. Donc, il y a d'un côté, je sais pas comment dire, mais on va essayer de faire un entre-deux, on va le dire vite comme ça. C'est pas vraiment entre-deux parce que c'est plutôt... on va leur donner, entre guillemets, la moitié des recettes. Ça veut dire qu'on va faire des recettes un peu consensuelles. Des trucs
font kiffer aussi, mais moins qui sont pas aussi expressifs dans la partie création que les autres sets. Mais t'as la moitié des recettes, on va faire de la NEIPA, on va faire de la session NEIPA, on va faire des trucs un peu simples, où on sait que globalement, nos clients ils vont être contents, ils vont kiffer, ils savent ce que c'est une NEIPA de chez Moirdi, ils boivent une nouvelle NEIPA de chez Moirdi, ah bah tiens, ça goûte la NEIPA de chez Moirdi, bingo. Le circuit de la récompense est activé, tout est content. On va faire des IS parce que une brasserie qui fait pas d'IS, c'est bizarre. On va faire des triple NEIPA, pas pour les mêmes raisons, voilà. Donc on va faire tout ça. Et très sincèrement, on a l'impression que quand je dis ça qu'on prend pas de plaisir à faire toutes ces bières-là, mais on prend du plaisir, hein, très sincèrement. Mais c'est vrai que toute la partie bière un peu plus compliquée, genre, j'ai plein d'exemples, mais de toute façon c'est simple, c'est celles qui se vendent pas. C'est ce que j'allais dire. On va faire une petite liste avec nos mains. Dionysos. Donc Dionysos, Grey Pale, Mephitis, Spritsail, toutes ces bières-là ultra recherchées, ultra travaillées, qui nous font kiffer d'une autre manière, du coup, complètement. C'est plutôt le processus créatif qui nous fait ça, il y kiffer. a de la recherche, il y a de Et la là, nouveauté. celle-ci, on les fait pour se faire kiffer et on tire. Et en fait, on tire pour les sortir, pour les vendre, pour que les gens ils comprennent ce qu'on a voulu faire. Le podcast qu'on fait à la brasserie, il sert à ça aussi, en fait. À vraiment essayer de faire comprendre ce qu'on a voulu faire. Parce que parfois, on veut faire quelque chose et on se foire. Faut être honnête, hein. Parfois, c'est à côté de la plaque, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas ce qu'on a voulu faire. Et du coup, ces bières-là, vu qu'elles sont perçues comme des échecs commerciaux, elles donnent envie d'arrêter ces bières-là. Donc en fait, plus le temps passe, moins on a envie de faire ce genre de choses. Parce qu'on a envie de manger, parce qu'on a envie d'arrêter de se prendre la tête à vendre des bières, tu vois. Parce que nous, notre kiff, c'est faire de la bière. C'est le C'est jour où pas la vendre. le moment où tu te dis, bon, je faisais 3 Wheatail fruits plus herbes aromatiques dans l'année. Ouais. Bon, j'arrive pas à les vendre, je vais peut-être en faire plus qu'une dans l'année parce que j'ai quand même envie de continuer. Et puis finalement, à je fais que 20 explorer le hectos de truc, celle-ci, tu mais vois. voilà. Donc en fait, tu vas réduire ces places-là. Et par contre, je pense moi, je suis en plein dans ce processus, dans cette évolution-là. De se dire, ok, fais-toi kiffer, mais méfie-toi, parce qu'en fait, faut pas que ça devienne une tannée. Faut pas que... Tannée qui est la dernière éphémère qui vient de sortir. Tout à fait. Faut pas que ça devienne une panacée. Ça, on n'a pas fait encore. Toutes ces bières-là qui te font kiffer, parce que du coup, la prod te fait kiffer, mais derrière, t'en chies pendant 1 an, quoi. Ouais. Ça, c'est pas drôle. Et du coup, ça donne envie d'arrêter, ce genre de bière. Et j'espère que ça s'arrêtera jamais, parce que vraiment, ça nous fait utiliser des ingrédients qu'on adore, ça nous fait faire des techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a plein de recherches. En fait, il y a que ces bières-là où on se dit, putain, tiens, là, comme on a fait la fois, je te fais goûter une bière, je dis, t'en penses quoi? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on rajoute ça? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse ci? Je sais pas, sur une NEIPA qu'on fait ça, quoi. Tu penses qu'il faudrait qu'on rajoute un DH? Bah non, parce que ça coûte trop cher. Allez, c'est ciao. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a pas du tout c'est pas du tout le même kiff. Par contre, quand je me retrouve au VNB de Thio, toujours chez De Gontier, ça n'a pas changé, que je vais au bar, que je goûte mes bières, et que je suis content à la fin, que le processus créatif, il était bon ou pas, si je suis content de boire mes bières à la fin, moi, je suis content. Donc, que ce soit une NEIPA, une saison feuille de figuier, n'importe quoi, si je goûte et que je suis content, je suis content. Ça, il y a quand même ce truc-là. Donc, si demain, on se retrouve à faire plus que des NEIPA, je serais quand même content, en fait, tant que mes bières, je les kiffe. Voilà. Et après, dans le process un peu créatif, innovation et ainsi de suite, il y a à la brasserie des bières hybrides, des bières vieilles en barrique, des bières et ainsi de suite. Ça représente quoi dans aussi bien, on va dire, dans le process commercial que dans le process kiff? Là, on est dans le très très kiff quand même. Hein. Parce que, et le pire, c'est que c'est un kiff que en arrivant à la brasserie, j'avais tout seul, avec toi. Mais en prod, j'étais tout seul à kiffer ce genre de bière. Alors attends, moi si on dézoome un peu là. Oui. Je reprends le PowerPoint des enfers qu'on avait fait au début pour présenter la nouvelle gamme et ce qu'on voulait faire pour la brasserie. Ouais. Moi dedans, j'avais mis à horizon 5-10 ans, je sais plus ce qu'on avait mis. J'avais dit, moi je veux que la brasserie, elle ait un cool chip, je veux qu'elle ait un chai de bière spontanée. Ça a pris 2 mois. Et voilà. Bon, maintenant on sait très bien qu'on a bien fait de pas se lancer dedans trop vite parce que aussi bien le podcast est né il y a 4 ans et demi avec Ammonite et ainsi de suite. On était en plein dans la hype de la bière spontanée, des bières de fermentation X. Maintenant c'est un marché qui est en extrême souffrance, donc ouais, c'est chaud. Donc mais là, on pourrait faire beaucoup de kiff, mais c'est vrai très peu de pognon. Je parle de Dionysos, tout ça, mais là on est en plein dans le ça, c'est vraiment pour nous faire kiffer, nous. Hein. En fait, on a l'impression que pour finir ces barriques-là, il faudrait juste qu'on en ouvre une par an et qu'on les boive entre nous. En vrai, hein. Ça fait quand même beaucoup d'alcool. Ouais, mais une par an, raisonnable. Oui, on n'abuse pas et on est quand même pas mal. Ouais, ça, on est vraiment dans l'extrême de ce qui nous fait kiffer, mais qui a du mal à vendre. Après, quand on en sort une par an, alors barrique de bière noire, ça va. Ça bombarde toujours en autoroute. Les barriques de bière sauvage, ça se vend moins.
Mais ça se vend quand même parce que on en sort une par an. Ce qui doit se vendre se vend et je les vois pas en magasin derrière, tu vois. Ah oui, Donc, tu veux dire, côté consommateur final, oui, je pense c'est ça, que voilà. il En y a fait, il y a sa clientèle, quoi. c'est un petit ruisseau. Ça veut dire qu'il s'arrête jamais le ruisseau, mais c'est un petit ruisseau, quoi. Faut pas s'attendre à une cascade. En gros, c'est ça qu'il faut avoir en tête, quoi. Et nous, on a Stéphane 2025, plutôt il y a encore un peu de stock qui traîne. Hein. C'est ça. Oui, bah oui, c'est ce que je dis. En fait, t'as ta petite proportion qui s'est vendue, qui traînera pas en magasin, mais par contre, ça bougera plus, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça fait mal au cul, ça, quand même. Parce que ça, c'est quand même... J'aime beaucoup. Donc, le jour où il y aura plus, je vais être très triste. Mais c'est comme ça. Peut-être que ça reviendra un jour, on sait jamais. Ouais. À l'heure actuelle, mon hardy, c'est combien de volume produit? Mec. Tu as la réponse. Je suis intervieweur, je n'ai pas Produit la du coup réponse. brassé en 2025. Je fais 2025-2026. Tu m'as jamais donné les stats en plus. Donc... Si. 2025, on brasse 6000. Bah, parce que c'est les mêmes que 2024 en fait. On brasse 6000 et on conditionne 4005. Que bière Spi, c'est trop petit pour qu'on en débatte vraiment, tu vois. 2026, l'idée c'est de brasser 8000 pour sortir 6000. 7005 pour sortir 6000, c'est ça. Du coup, ce que tu anticipes la question, c'est quelles sont les évolutions prévues dans l'avenir pour la brasserie? Alors, au-delà tu du nous as un côté peu volume, parlé tout à l'heure oui. quand même, mais oui. Au-delà du côté volume, nous, on aimerait bien vraiment s'améliorer sur la partie qualité. On a... Les problèmes évoluent un peu tout le temps. Tous les ans, c'est un nouveau problème. Là, je trouve que le truc qui est un peu con qu'on fait et qu'on devrait vraiment régler, c'est la partie levure en suspension dans les fûts. On a trop une couche de levure qui est trop importante dans les fûts, donc ça, faudrait qu'on aille retirer. Ça se joue avec de la garde, potentiellement de la centrie, des trucs comme ça, mais on a quand même envie de s'améliorer là-dessus. Et voilà. Même le creep, c'est un sujet qui traîne toujours, qu'on veut régler. Donc on essaie de faire ça en parallèle du volume. Mais c'est ça nos vrais objectifs aujourd'hui. Dans la partie création, je suis pas sûr qu'on ait vraiment d'objectifs aujourd'hui. On est content de ce qu'on a. Donc on n'a pas l'objectif de se dire dans 2 ans, on va faire 10 éphémères en plus, pas tant. C'est plutôt de la qualité et du volume pour l'instant qu'on veut faire. Est-ce que tu as une petite question philosophique? Vas-y. Est-ce qu'on est plus libre avec les moyens d'un grand groupe ou avec l'indépendance d'une petite brasserie dans son garage? Ouah, le truc, c'est quand même que j'ai quand même l'impression que mon hardy, c'est une petite brasserie dans son garage collée à un grand groupe quand même. Hein. Moi, je le vois un peu comme ça. Parce que, très honnêtement, en vrai, on fait ce qu'on veut. Et on a l'avantage que, peu importe ce qu'on fait, le petit ruisseau qui vend, il est toujours là, tu vois. Si on en fait un peu trop des bières cheloues, on va peut-être un peu se faire taper la gueule quand même. Mais personne ne nous dira jamais rien sur les bières qu'on sort. C'est vraiment du débat entre nous. Après, j'ai le sentiment que mon hardy, une petite bière brassée dans son garage, il y a un mec qui se lance là-dedans, tu sais, qui lance sa brasserie dans son garage et tout. Ça peut très vite lui ruiner sa vie. Alors que mon hardy, ça ruinera jamais une vie, tu vois. C'est... tu pourras avoir des déceptions, ou l'inverse d'ailleurs. Mais si t'es plus aligné avec la direction que la brasserie elle prend, bah c'est pas la tienne, tu peux y aller, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même un gros confort à être à côté d'un groupe. C'est plein d'autres contraintes liées au fait d'être collé à un groupe. Hein. Comme on disait, il y a 300 clients, toi tes 300 clients, quoi, voilà, tu te débrouilles. Mais t'as 300 clients, pas besoin d'aller faire de la prospection, pas besoin d'aller faire tout ça. Ou quand même un peu. Ouais, mais beaucoup moins qu'une brasserie classique, quoi. Oui, non, mais... Et ça, c'est pour moi qui aime pas du tout ça, c'est trop bien. C'est de la respiration à plein poumon, quoi. Donc je pense que vu mon profil, vaut mieux être dans la brasserie d'un groupe. Ceci dit, si demain je tombe sur un mec qui est à l'opposé de moi, qui adore le commerce, bah là, je dirais peut-être pas la même chose. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça. Je suis avec Manu qui adore le commerce, donc c'est très bien. Donc le groupe VNB adore le commerce, donc forcément, ça me bombarde. Mais vu mon profil aujourd'hui, c'est sûr que vaut mieux être accolé à un groupe. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup moins stressant pour moi que de me dire est-ce que j'ai réussi à vendre ma bière, quoi. On se la pose cette question, mais moins que si on était une brasserie indépendante. Parfait. Si on se projette dans 10-20 ans, déjà je serais mort.
Ah, probablement, ouais. Voilà. Oui, avec Bah, ce du coup, on peut rythme de vie, arrêter. oui, oui. Ah, pour la Mais- brasserie, tu veux dire. Hein, Alors oui, ouais, on est toujours sur Moirdi, pas sur Louis Grossard-Blanquet. Ah bah oui. Dans 10-20 ans, alors, attends, la question n'est pas où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu vois la brasserie, mais Ouais. quel est l'héritage que tu aimerais que la brasserie Moirdi laisse dans le paysage brassicole et Ah. spiriticole. Non, je ne sais pas, il y a pas... Whiskycole. Comment on dit J'en sais rien. Spi. Dans le, Dans le spi. paysage de la bière et du spiritueux. Qu'est-ce que j'aimerais bien en vrai? J'arrive pas à dire si ta question est trop bien ou éclatée au sol. J'ai un doute encore. Non, déjà, moi j'admire beaucoup les brasseries comme Grand Paris, La Débauche, où c'est des valeurs sûres, quoi. Il y a un moment donné, je vais dans un bar éclaté au sol, n'importe où en France, il y a écrit La Débauche IPA, je suis safe. Suffit que le mec est un peu sani... Oula, je t'ai craché dessus. Suffit que le mec il est un peu sani de sa tireuse et je sais que je vais prendre du plaisir. Ça, j'aimerais bien déjà que Moirdi ait C'est pas forcément les brasseries qui vont te sortir des triple NEPA à 48 grammes par litre. Ah, il m'en faut aussi. Mais tu vois, mais par contre, tu sais très bien que quand tu vois ça dans un bar, tu dis ah, ok. Ouais. Tu souffles, tu pètes un coup, quoi. Ah, Très bien, ouais. Je m'attendais à boire une HK chaude. Tu vois? Finalement, j'aurais une Grand Paris dégueulasse parce que la ligne n'a pas été nettoyée depuis 3 mois. Yes. Mais c'est une Grand Paris. Tu vois? Et puis je me dis, c'est un copain. Donc il y a ça, le côté. Pour le client final, le côté stabilité. Repère, ouais. J'aimerais bien aussi. Je pense que le milieu brassicole, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais le milieu brassicole, c'est un milieu où autant tout le monde s'aime ou autant tout le monde s'aime pas beaucoup. Il y a un peu de ces deux-là. Et j'aimerais bien que Moirdi, en tout cas, là, je parle vraiment des équipes de Moirdi, on soit pas copains avec tout le monde parce que c'est pas possible, mais qu'on soit vraiment implanté dans ce paysage-là et que. Pas vu comme on un soit... vilain petit canard. Ouais, un peu à ou des l'extérieur. inconnus ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on a fait un gros boulot depuis 3 ans là-dessus. Cool de bien s'entendre avec les collègues, tu vois. Ça, et puis moi j'aime bien quand on est copains, en vrai, c'est cool. Ça le donne plus d'occasion de rigoler, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est un truc avec lequel tu me casses souvent les couilles. De quoi? Quand on vient faire, parce qu'on en a pas parlé d'ailleurs, mais quand on définit les collabs qu'on veut faire à l'année, c'est nécessaire que ce soit rigolo. Il y a la partie de Louis Grossard-Blanquet qui dit moi je veux faire les collabs avec les copains et les gens que j'apprécie et compagnie, et moi qui te dis oublie pas, on est quand même le groupe VNB, on travaille avec 45 brasseries craft, si tu veux faire une brasserie avec quelqu'un, faire une collab avec quelqu'un, ça peut être stylé, globalement je peux passer un coup de fil et ça peut se faire, mais en même temps je suis aussi aligné avec toi sur le... Puis en vrai, là où je suis de plus en plus aligné avec toi, où il y a de moins en moins où je te dis mec, on a quand même Voltizi dans le catalogue, tu veux pas faire une collab avec Voltizi? Oui, s'en fout, quoi. En gros, là par contre je te dis putain, on a passé un moment sur un salon avec Arnaud Popin, c'est trop cool. Oui, voilà. On fait pas une collab avec Popin, et c'est pas parce que c'est VNB derrière qu'on va faire la collab avec Popin, c'est parce qu'on sait qu'on va a passé un bon moment avec lui, quoi. Voilà. Parce que, et d'un autre côté, il y a un peu ce truc-là de ok, maintenant on a, je sais pas, 20 brasseries avec qui on est potes, donc en fait on pourrait tourner sur les 4 ans, 5 collabs par an, tu fais que ces 20 brasseries-là, t'es heureux, tu vois. Ça commence. Mais en fait, il y a un peu de ça. Et en fait, vous allez vite voir avec qui on est copains. Mais en fait, mine de rien, à chaque fois que tu repousses un peu les limites, tu te dis, mais lui, je te jure, il est trop bien. Et moi, je te dis, oui, mais lui, c'est pas mon pote, je m'en fous. Je vais aller voir lui là-bas. Et qu'on y va, et finalement, à la fin, le mec, c'est mon pote. Et du coup, c'est trop bien, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même besoin de garder ce truc-là d'ouverture aux autres, quand même. Je vais peut-être pas balancer les noms comme ça. Non. Mais oui, en effet, on a eu le cas de collab, de terrain. Je sais pas où tu vas. Je tairai le nom de la brasserie et des personnes, mais je vais le dire, moi. Il y a une collab où, en effet, c'était un peu. Je t'ai apporté une collab sur un plateau parce que, VNB et compagnie, on a fait une collab. Bon, c'était. Oui, ok. Le feeling n'était pas incroyable. Ouais. Et tu m'as dit, franchement, qu'est-ce qu'on fera pas la collab retour. Oui. Finalement, c'est une brasserie qu'on a, dans un autre contexte, qu'on est allé à visiter. On a passé un moment incroyable, et là, t'as qu'une hâte, c'est d'y aller pour faire la collab. Comme on dit, c'est très simple, c'était Whiplash. En fait, l'aller, c'était Retour Tasting Day. C'était un brasseur qui venait. C'est le salon des franchisés de VNB. C'était un brasseur qui venait de recruter, si je dis pas de conneries. Je sais pas, il était à la brasserie peut-être pas depuis longtemps. Jeffrey. Qui lui en soi était pas un mauvais boug, mais du coup en fait j'ai eu l'impression de faire la collab avec un mec et pas avec une brasserie. Donc je m'entends bien avec le type, mais d'un autre côté si je vais à la brasserie, le type il sera pas là ou pas là. En fait j'étais paumé et en plus il y est plus maintenant. Donc tu te dis en fait le mec avec qui on a fait la collab ça s'est bien passé, mais la collab en elle-même s'en branle. Pas beaucoup d'intérêt. Et en plus si on y va, le mec il est plus là. On dit pas beaucoup d'intérêt alors que sur le papier la recette c'est un challenge assez technique pour la brasserie. En fait, c'est ça la collab. Je pense que la collab, on l'a fait pour la mauvaise raison. On a juste accolé Whiplash dessus. On avait une idée qu'on voulait faire. On a accolé Whiplash. Et eux, ils ont amené un brasseur qui bossait à peine à la brasserie. C'était pas évident, tu vois. Enfin, c'était récent qu'il bossait à la brasserie.
Et on y est retourné, et en fait, c'était trop bien. J'ai fait que rigoler avec eux, voilà, et maintenant le match est fait, et c'est cool, tu vois. Mais effectivement, quand l'allée se passe, c'est pas qu'il s'est mal passé, mais qu'il se passe sans vague, bah, tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'on fasse l'effort? En fait, là, il y avait aussi la question du fait que c'était en Irlande, donc il fallait faire l'effort d'aller en Irlande pour faire la collab retour. Tu te dis, ah, dommage, tu vois. Et pourtant, je te dis, le Jeffrey, en l'occurrence, bah, on avait rigolé, c'était bien, tu vois. C'était OK. Mais j'avais plus l'impression d'avoir invité un copain brasseur à la maison pour rigoler, plus que d'avoir vraiment vécu une collab profondément, quoi. Mais surtout que si je dis pas de bêtises, la collab, la recette avait été Ouais. écrite et partagée, écrit par toi parce que c'est brassé chez Ouais, nous, exactement. Ouais, partagée à Whiplash, et eux avaient donné un peu leur avis dessus, mais c'était Ouais, tout à fait. Ouais. Alex, le maître brasseur fondateur de la C'est brasserie, ça, qui et avait du donné son. Mais c'est pas lui qui est venu la brasser. Et Jeffrey, je crois qu'il avait même pas vu la recette avant qu'on brasse, tu vois. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais voilà. Et à l'inverse, parce que là, tu donnes l'exemple du coup où ça s'est moins bien passé, ou là, où ça finit bien quand même. Mais à l'inverse, il y a le truc de Grosse. Tu me dis, oh, faut faire une collab avec Grosse, franchement, ils sont trop drôles et tout. Je dis, flemme, je les connais pas, les types et tout. Puis je les croise à Lille. On passe une journée Je avec eux pète bien mon à Lille. crâne et je dis, mais mec, je veux bosser là-bas pendant un an. Tu sais, il y a genre. Mais après, je pense que c'est moi, avec le temps, j'ai la collab dans le 10 sentiment jours, que je ça va m'ouvre un être, peu moins aux gens, et du coup, bah, je perds un peu ce truc-là. Mais à chaque fois, ça se passe bien, en vrai. Ouais. Collab avec Grosse qu'on va faire dans 10 jours, et je pense que est-ce qu'on en ressort vivant? Non. Bah, Probablement. surtout J'espère. que Quand même, mais oui. y a pas que ça, donc c'est ça le Ouais, problème. oui. Non, mais voilà. En vrai, surtout que je pense que je commence à avoir ce discours-là parce que j'ai vécu des collabs incroyables. Et du coup, bah, t'es obligé d'être critique avec les collabs qui sont un peu moins bien passées, quoi. C'est même pas comme on dit, c'est pas qu'elles sont mal passées, c'est qu'elles se sont moins bien passées. Tu te dis, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ce genre de collab? Est-ce que je veux pas faire que celle où je fais que me marrer? Et c'est là que tu vas faire 14 collabs La à l'année. superbe. Ça sera la superbe Grosse Et et Iron. Et voilà, et c'est fini. sans insulter les autres. Hein. Non, Il y en a plein d'autres qui sont bien passés. En vrai, oui, mais bah, c'est plus qu'à un moment, il y a eu un triangle des Bermudes vers là. Et à chaque fois, on se voit tout le temps et on fait la brinque tout le temps ensemble. Mais bon. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Louis? Sur moi, Hardy, je pense pas. Sur toi? Moi non Tu veux plus. t'exposer? Non, en fait, je ressente le sujet chaque fois dans ma tête. Sinon, je vais parler de n'importe quoi. Non, mais alors du Non. coup, très bien. Et cet épisode touche à sa fin. Mm. Et surtout, il sera suivi prochainement d'un nouvel épisode qui est le match retour. Ouais, c'est ça. Parce que Moi, j'ai plein de questions. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent mes podcasts et qui, peut-être, ou alors c'est peut-être que je suis mégalo, mais ils voudraient en savoir plus sur Siroton le Blond. Et je vais pas faire mon autobiographie. Donc du coup, prochain C'est épisode, moi qui vais poser des c'est questions. Louis qui prend le contrôle du podcast et qui va interviewer Siroton le Houblon. J'ai une note. Question podcast Alex. Et donc on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode où Louis sera animateur. Bisous câlin. Allez, à bientôt et voilà. Je vais de la haute hauteur. Ouais, c'est super.